2022, ça a été un massacre. Tu as eu la hausse des taux, les small et mid cap, elles ont perdu entre 20 et 25% selon les catégories et les régions. Tu as eu une remontée progressive, et notamment en 2025, où tu as eu une année exceptionnelle pour les small cap, entre 35 et 50% l'année dernière, notamment en France et en Europe. Là où les mid cap, elles ont moins progressé, elles ont fait entre guillemets que 15%. Après un tel rebond en 2025, qu'est-ce qu'on peut attendre en 2026 et dans les années à venir? Il y a eu beaucoup de boîtes qui ont bénéficié aussi des conflits avec tout ce qui est drone et IA. Et donc du coup, tu as quelques boîtes qui ont fait des énormes performances à 3-4 chiffres. Et ce qui explique notamment une performance globale sur un indice qui était exceptionnel en 2025. Donc, la Caisse des dépôts en France, qui fin 2024 a lancé un fonds qui vise à dynamiser cette classe d'actifs, donc c'est 500 millions d'objectifs sur ce fonds, uniquement investi sur des small caps françaises. Donc ça permet de fluidifier ce marché-là et aussi donc de potentiellement accélérer la revalorisation de certaines valeurs. L'année dernière, les marchés ils ont fait 40% sur les small caps, donc ça donne envie. Et du coup, le flux attire aussi la performance, parce que si tout le monde se met à investir sur une classe d'actifs, ça fait plus de demandes, et du coup, le prix des actions va augmenter. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet un peu particulier, des small et des mid cap. On en parle rarement, voire jamais, mais on va savoir si c'est possible de faire un investissement qui rapporterait peut-être 20% par an. Et pour ça, j'ai Cyprien Gendry qui est avec nous, expert de la société Asset qu'on connaît très bien, qui est Keren. Bon, peut-être assez peu connu pour les personnes qui nous écoutent, mais tu vas nous expliquer un peu tout ça. Cyprien, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter rapidement ? Donc bonjour à tous, bonjour Axel, bonjour Jérémy. Merci pour l'invitation et pour me présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Cyprien Gendry, je représente donc la maison de gestion Keren Finance, une société de gestion fondée en 2001, un peu plus de 25% d'expérience, et on a fait notamment notre succès et le début de nos années et notre vécu sur la gestion de small et mid cap française puis européenne. Et dans ce cadre, aujourd'hui c'est une classe d'actifs qu'on analyse toujours et sur lequel on est exposé aujourd'hui. Et toi, tu faisais quoi avant Keren ? Alors pour faire ça, moi j'ai fait mon parcours globalement dans des grandes banques avant de rejoindre Keren. Je les ai un peu toutes faites. C'est, je pense, l'idée pour se projeter. Je pense que c'est important voir ce qui se fait sur le marché. C'est une très bonne école. Et globalement, j'ai fait le choix aussi un peu plus entrepreneurial avec Keren. Pourquoi ? Plus petite société de gestion, un accompagnement client aussi beaucoup plus aux petits soins. Et dans ce cadre-là, c'est ce qui me plaît en tout cas aujourd'hui chez Keren. Ok, bon, très bien. On sait pourquoi tu es là et pourquoi tu vas nous parler du coup des small et mid cap. Axel, expert financier du cabinet Bonnet Doyen Conseil, je te demande de poser le cadre. J'ai besoin de savoir que quand on parle de small et mid cap, on parle de quoi concrètement ? Et ben, on parle des sociétés qui sont cotées, mais des petites et moyennes valeurs. Donc, tu as un référentiel, c'est qu'en Europe, en France particulièrement, tu as une grosse cap, une large cap, quand tu as plus de 10 milliards de capitalisation. Entre 2 milliards et 10 milliards, tu es considéré comme une mid-cap. Et en dessous de 2 milliards, tu es considéré comme une small-cap. Tu as même un seuil, je crois, qu'en dessous de 200 ou 250 millions, où tu es une micro-cap. Okay. Donc, c'est vraiment différentes catégories. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peu comparable avec les autres zones géographiques. Parce que, par exemple, aux US, tu peux être une small-cap avec 8-10 milliards de valorisation. Et les large-caps, c'est bien plus. Donc, c'est difficile les émergents en Asie, c'est aussi le cas. Donc, c'est difficile de se comparer. Mais du coup, aujourd'hui, on va principalement parler de la France et de l'Europe là-dessus. Ok, bon, Cyprien, pourquoi ces valeurs sont moins suivies ? Ça change quoi en fait ? Alors c'est une très bonne question, Jérémy. Effectivement, ça a toujours été le cas globalement. Et l'idée, c'est vraiment une question de ressources. C'est-à-dire que pour une grande banque ou un grand asset manager mondial, effectivement, c'est une question de coût. Et dédier un analyste à une structure qui génère quelques millions de chiffre d'affaires et qui ne fait pas d'opérations à forte plus-value, notamment le M&A. Dans ce cadre-là, effectivement, dédier des analystes pour cette thématique-là, c'est assez compliqué. De plus, ça a été accentué par une chose, notamment la réglementation en Europe, avec l'arrivée de MiFID II. Effectivement, avant, ce qui se faisait sur le marché, c'est pour optimiser les coûts, on avait notamment le trading et l'analyse qui étaient la même personne. Aujourd'hui, par conflit d'intérêts, MiFID a interdit et imposé que ces deux corps de métier soient distincts pour éviter justement ce conflit d'intérêts. Donc on ajoute une personne. On ajoute une personne, donc des coûts supplémentaires. Et aujourd'hui, les coûts notamment de brokers ne peuvent plus couvrir notamment cette partie analyse. Donc globalement, si je parle de chiffres, l'AMF estime aujourd'hui qu'on a perdu en termes de couverture du secteur à peu près 15 à 26% à ce niveau-là.
Donc ça a une condition, c'est notamment l'inefficience de marché, c'est-à-dire que finalement, moins de couverture, on a moins on a moins la capacité de déceler ce qui fonctionnerait ou pas sur certaines sociétés. Et donc, on voit donc notamment les problématiques arriver lors des publications trimestrielles. Donc, comme je le dis toujours, aujourd'hui, notre gestion, on dit souvent que les gérants de small cap sont des gérants de terrain. Pourquoi? Parce que l'information est reine et il faut aller chercher l'information où elle est, c'est-à-dire avec les dirigeants. Donc, en allant les voir directement localement et là où on a les sites de production. Ok, alors est-ce que cette complexité, clairement, c'est un frein ou c'est une opportunité pour ceux qui vont aller sur cette classe d'actifs? C'est globalement une opportunité si on est patient. Effectivement, du fait que on ait cette sous-couverture que je viens d'évoquer, on a en fait des publications qui peuvent se faire graduellement et notamment un impact sur les résultats qui n'est pas forcément aussi direct que peut l'être notamment dans les large caps à ce niveau-là. Donc effectivement, qui sait être patient peut permettre justement d'avoir de jolies performances et le jeu en vaut la chandelle, notamment aussi par le biais de diversification, parce que c'est vraiment des actions qu'on n'a pas du tout dans des grands indices, notamment dans la partie ETF aussi aujourd'hui. Ouais, c'est une vraie diversification pour une fois. Axel, Cyprien nous a donné la passe en fait pour parler des performances. Donc ça donne quoi ces dernières années? Alors, je peux parler effectivement de la partie française qui nous concerne. Le CAC 40, sur les 10 dernières années, est environ à 80%. Si tu compares à l'indice small, donc tu as un CAC 40, t'as un CAC small en France, et tu es environ à 78%. Là, c'est pas pertinent de comparer parce que le CAC 40, je le rappelle, c'est un indice qui est dividende non réinvesti. Donc, il faut comparer effectivement le CAC small gross return avec le CAC 40 gross return. Donc, le CAC 40 dividende réinvesti. Et là, tu es environ à 150% de performance sur le CAC 40 et tu es environ à 122% sur le CAC small. Donc, ça distribue un peu moins sur les small? Effectivement, ça, toutes les boîtes, en fait, les small, elles sont pas forcément aussi des politiques de dividendes qui sont aussi importantes parce que parfois c'est des plus petites structures et elles peuvent pas forcément distribuer. Et donc du coup, tu as une performance qui est un peu en deçà, sur 10 ans par rapport au CAC 40, mais aussi il faut voir qu'elles reviennent de loin. Si tu regardes les dernières années, tu as eu beaucoup de mouvements. 2022, ça a été un massacre. 2022, tu as eu la hausse des taux. Les small et mid cap, elles ont perdu entre 20 et 25% selon les catégories et les régions. Donc, ça a été un massacre. Là où le CAC 40 a perdu, mais un peu moins. Ce qui s'est passé, c'est que les valeurs, notamment les small caps, c'est des valeurs qui ont plus de difficultés à se financer que les grosses. Forcément, elles sont moins costauds, entre guillemets. Donc moi, je suis une banque. En priorité, je vais financer les mastodontes qui sont hyper safe, comme la LVMH et compagnie. Et le jour où le crédit se restreint, eh ben, j'ai moins de capacité à financer du monde, donc je vais financer que les meilleurs. 2022, ce qui s'est passé, c'est que les taux, on en parle souvent, les taux sont passés de taux négatifs dans certaines régions à 4%. Donc déjà, les valeurs small cap, elles ont vu parfois leur accès au crédit complètement restreint. Donc elles avaient besoin de ce crédit pour se refinancer. Et celles qu'on pu se faire refinancer, tu avais des taux qui étaient anciens pour reroller la dette, parce que tu as de la dette qui se reroll. Quand ta dette se finit, tu réempruntes pour rembourser la dette. C'est ce que fait l'État français d'ailleurs depuis des années. Et quand ton taux d'intérêt il passe de 1% ou 2% à 4 ou 5%, voire plus, ça impacte ta rentabilité. Donc, c'est des valeurs qui ont pris un gros bouillon en 2022. Tu as eu une remontée progressive, et notamment en 2025, où tu as eu une année exceptionnelle pour les small caps, j'insiste sur les small caps, entre 35 et 50% l'année dernière, notamment en France et en Europe. Là où les mid caps, elles ont moins progressé, elles ont fait entre guillemets que 15%. Donc, les small caps ont vraiment eu un rattrapage, là où les mid caps, tu en as eu un plus petit. C'est expliqué parce que ce qui a beaucoup marché récemment, c'est pas des entreprises classiques. Ce qu'il faut regarder, c'est que dans les small caps, tu as aussi des boîtes qui sont assez classiques, qui ont un bon bilan, qui fonctionnent bien, et tu as des boîtes qui sont plus niches, notamment dans les biotech et tout ce qui est lié notamment à l'IA et la défense. Et si on regarde en détail l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que les boîtes classiques en bonne santé, avec des bons bilans classiques, elles ont pas fonctionné du tout, voire pris des bouillons. Alors que celles qui ont bien fonctionné, parfois tu as des boîtes dans la biotech qui ont fait plus de 300 400 000% parce que le procédé il allait au bout et a été validé pour la commercialisation. Il y a eu beaucoup de boîtes, mais Cyprien en parlera mieux que moi, qui ont bénéficié aussi des conflits avec tout ce qui est drone et IA. Et donc du coup, tu as quelques boîtes qui ont fait des énormes performances à 3-4 chiffres, et ce qui explique notamment une performance globale sur l'indice qui était exceptionnelle en 2025. Ok, bon, Cyprien, quand on entend les performances, ça peut donner envie pour certaines années, un peu plus peur pour d'autres années. Est-ce que tu as vu quelque chose changer par rapport aux années précédentes?
Alors, pour les prochaines années. Effectivement, alors pour mettre clair et mettre en relief cette classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui a été longtemps délaissée, notamment sur la période de Toba. Effectivement, en fait, l'univers s'est restreint, notamment par l'essor des private assets, notamment le private equity, qui lui faisait un peu d'ombre, en tout cas ces dernières années. Aujourd'hui, effectivement, on a des multiples qui étaient bien inférieurs au large cap, ce qui est globalement anormal historiquement. Généralement, c'est des valeurs qu'on a été payées toujours plus cher que les large cap. Et donc, à ce niveau-là, on a un repricing de cette classe d'actifs. Ça s'est fait sur certains secteurs, mais pas tous, effectivement. Les bonnes nouvelles, il faut le dire, dans le monde dans lequel on est, avec une géopolitique assez tendue, c'est notamment des acteurs majeurs comme la CDC, donc la Caisse des dépôts en France, qui fin 2024 a lancé un fonds qui s'appelle PME Croissance, qui vise à dynamiser cette classe d'actifs, donc c'est 500 millions d'objectifs sur ce fonds, uniquement investis sur des small caps françaises. Donc ça apporte quelque chose qui nous manquait fortement, notamment les flux et notamment la liquidité sur ce marché-là. Donc ça permet de fluidifier ce marché-là et aussi donc de potentiellement accélérer la revalorisation de certaines valeurs. En revanche, le M&A l'année dernière a été assez décevant. On était à 12 opérations en France, contrairement aux dernières années où on était plutôt entre 25 et 30. Donc on attend un retour du M&A à ce niveau-là qui pourrait aider aussi bien sûr cette classe d'actifs. Le point d'ombre reste le conflit qu'on peut avoir avec l'Iran. Combien de temps durera-t-il? Notamment l'impact inflationniste qu'on pourrait avoir derrière et qui pourrait impacter notamment le financement de ces structures-là. Mais globalement, si je dois parler de secteurs aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont drivers plus que d'autres, notamment si je prends simplement aujourd'hui les valeurs souveraines. Donc les valeurs de défense, mais aussi tout ce qui touche à l'électrification, donc les data centers par exemple, à ce niveau-là. Donc ça, c'est des choses qu'on surveille et sur lesquelles aujourd'hui on pense qu'il y a un momentum assez important. En revanche, effectivement, il y a des secteurs qui sont délaissés pour compte, notamment tout ce qui touche à la consommation discrétionnaire, qui a plus de mal, et notamment le cas majeur avec l'automobile et la chimie. Donc la chimie qui est directement impactée avec les prix du pétrole et qui souffre énormément d'un marché européen très mou en termes d'industrie et globalement avec beaucoup de clients aussi à l'étranger, et les tarifs douaniers de Trump ont remis en question un peu cette structure de libre-échange qu'on pouvait avoir. Donc quand je t'entends, tu es en train de dire qu'il y a quand même un changement de cycle ici. Tout à fait, et c'est le cas globalement du consensus de marché. Les discours des dirigeants sont bien plus positifs que l'année dernière. L'idée, c'est de savoir aujourd'hui si la conjoncture macroéconomique s'alignera avec le discours des dirigeants. Et là, dans ce cadre-là, effectivement, on pourrait voir des belles publications qui pourraient notamment apporter beaucoup de flux sur une classe d'actifs et sur tous les secteurs. Pourquoi? Parce que là, on irait chercher de la décote sur certains secteurs et notamment un potentiel donc de croissance sur titre bien plus important qu'on peut avoir aujourd'hui sur certains secteurs qui ont déjà extrêmement monté, comme je peux parler des bancaires l'année dernière. Ok. Axel, de ton côté, t'en penses quoi de ce changement de cycle? En fait, les deux points que Cyprien a soulevés, c'est les plus importants, c'est déjà les flux. C'est qu'au final, l'année dernière, les marchés ils ont fait 40% sur les small caps, donc ça donne envie. Et du coup, le flux attire aussi la performance. Parce que si tout le monde se met à investir sur une classe d'actifs, ça fait plus de demandes. Et du coup, le prix des actions va augmenter. Donc, si le flux continue malgré ce qui se passe en ce moment, je rappelle qu'on enregistre l'épisode, on est mi-mars, donc on est en plein conflit avec l'Iran, ça peut aussi ralentir la performance. Le point le plus important aussi, c'est les taux d'intérêt qu'il évoquait. C'est ce que je disais tout à l'heure. En 2022, on a eu un gros bouillon de cette classe d'actifs parce que les taux sont passés de 0 à 4%. Ce qui se passe en ce moment avec le conflit en Iran, c'est que ça a une conséquence sur les matières premières, notamment le pétrole et le gaz. Et qui dit conflit qui va durer, s'il dure, ça peut amener de l'inflation, notamment sur les pays en Asie. Et aussi, nous, en Europe, on est hyper dépendant de cette zone-là, à savoir, même si au niveau du gaz, on a quand même la Norvège et l'Algérie, mais on est quand même dépendant, notamment sur le pétrole là-dessus. Et donc, ça peut générer de l'inflation. Qui dit inflation, dit hausse des taux. Parce qu'on le rappelle, en Europe, contrairement aux US, la Banque centrale a un seul mandat. C'est le mandat, elle regarde juste l'inflation. Donc si l'inflation elle monte, elle va augmenter les taux.
Qui dit hausse des taux, dit restriction du crédit, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux capacités de financement de ces boîtes-là. Ce qui serait un peu dommageable, et du coup on en parlait juste avant avec Cyprien au niveau de... ça pourra engendrer de la stagflation, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que si les matières premières elles explosent à la hausse, donc tu auras une baisse du pouvoir d'achat, tu auras une baisse des marges des entreprises au niveau de l'énergie, des coûts, etc. Et donc potentiellement une baisse de la croissance. Du coup si tu as une hausse des taux et une baisse de la croissance, ça peut être très problématique pour l'Europe et donc indirectement pour ces valeurs-là, même si historiquement on savait que les small et mid cap elles prenaient plus que les autres en cas de baisse parce qu'effectivement c'est les valeurs les plus valorisées par rapport au large cap, mais comme disait tout à l'heure Cyprien, c'est que maintenant elles sont moins bien valorisées ou aussi bien, donc ce qu'on voit c'est qu'elles baissent autant que les autres. On regarde là depuis le début du conflit en Europe, on est environ à -10, sur les small et mid cap on est environ à -10 aussi. Là où, historiquement, normalement, ça a logiquement une baisse majorée. Donc, ça va dépendre de la durée du conflit, mais ce qu'il faut regarder, effectivement, c'est l'inflation, les taux d'intérêt qui pourraient avoir un impact négatif sur cette classe d'actifs, malgré des flux qui reviennent, comme l'a dit Cyprien. Bon, avant de parler des enjeux et de ce qui arrive par la suite, je vous remercie, comme à chaque fois, de continuer à liker, à partager, à commenter le contenu et à vous abonner, surtout à notre chaîne YouTube. Si vous appréciez le contenu, que vous l'écoutez, mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur la petite cloche ou sur le bouton s'abonner. Cyprien, on repart sur le sujet d'un point de vue général. Après un tel rebond en 2025, qu'est-ce qu'on peut attendre en 2026 et dans les années à venir ? Alors, comme je le disais, la performance est faite vraiment sur certains secteurs. Et il faut vraiment le comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, des choses ont extrêmement marché, notamment la thématique qu'il y a, et j'y reviendrai après, mais d'autres beaucoup moins. Et notamment le biais qualité. Donc, quand je parle de biais qualité, c'est donc des sociétés qui sont pérennes, qui génèrent des multiples de croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. C'est ce qu'on appelle des valeurs de qualité. Généralement, qui dit valeur de qualité, dit valeur refuge. Et effectivement, si on regarde les performances de valeurs de qualité, que ce soit sur les larges comme sur les small, c'est des valeurs qui ont extrêmement sous-performé l'année dernière. On a des spreads assez impressionnants à plus de 20% sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui marche ? C'est des thématiques comme l'IA, comme l'énergie, des sujets d'actualité. Et là, je vais prendre des exemples pour cela. Je vais parler un peu des IA winners et des IA losers, ce qu'on appelle. Notre gérant, donc Stéphane Pasqualetti, pense qu'il y a un vrai momentum aujourd'hui sur ces thématiques-là, c'est-à-dire prendre des boîtes à la fois sur cette partie IA winner, mais aussi à la fois ne pas oublier les IA loser qui, aujourd'hui, sont décotés par rapport à cette thématique-là. Je vais prendre donc notamment sur la partie IA winner l'exemple de la société de CRSI. Donc c'est une société qui a été créée à Strasbourg, une société française, qui fait partie des IA winners par rapport à son secteur d'activité, à savoir les data centers. Globalement, pour faire très simple, c'est une société qui va être un peu designer des data centers pour le compte de sociétés, notamment toutes les sociétés qui touchent de près ou de loin à l'IA. Et notamment, ils ont un liquide de refroidissement assez spécifique qui a fait notamment leur renommée. Donc, c'est un secteur de niche très particulier, mais aujourd'hui, donc c'est une valeur qui fait partie des IA winners et sur lequel on s'est exposé donc fin d'année dernière. L'action était aux alentours de 10 €. Aujourd'hui, elle est à plus de 20 €. Donc, depuis le début d'année, on a à peu près une performance year-to-date à 92%, je crois, hier. C'est une société très intéressante et sur laquelle on pense qu'il y a du chiffre d'affaires qui va être généré de manière supplémentaire, notamment pour l'aspect souveraineté aujourd'hui. Sur la partie IA loser, il faut en parler aussi. Alors là, on va parler plutôt des ESN. Donc, je vais prendre l'exemple de Capgemini sur la partie large cap, mais sur la partie small cap, on va parler d'un acteur français aussi, donc qui s'appelle Sopra Steria. Donc, qui fait à peu près la même chose, globalement du software et du consulting, des missions de consulting pour des entreprises. Donc, tout ce qui ne fonctionne pas globalement depuis près de 2 ans. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'IA est disruptif par rapport au business model de ces sociétés-là. Aujourd'hui, c'est des sociétés qui ont perdu énormément sur le plan boursier, mais qui sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont extrêmement décotées. Et on pense que finalement, ces sociétés-là vont devoir se réadapter, leur business model notamment, et donc développer de nouvelles solutions pour accompagner l'entreprise à la fois en intégrant un peu d'IA au sein de leur activité. Et surtout qu'elles ont la force de déployer au final ce changement. Effectivement, et quand on parle de Sopra Steria, c'est une société qui a signé notamment avec le gouvernement certains contrats. Donc c'est une société qui a eu des contrats majeurs et qui a été soutenue par le gouvernement.
Donc en fait, on a été exposé, c'est une thématique aujourd'hui à court terme qui ne fonctionne pas, mais on pense qu'à moyen long terme, c'est une société à jouer et il faut être exposé aussi sur ce type de valeur. Merci. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, c'est la stratégie de Keren, c'est totalement différent. Axel, de notre côté, les small et mid cap sont-elles faites pour tout le monde? Alors non. Déjà, il faut que tu remplisses les catégories de la case action. C'est-à-dire que tu es prêt à supporter une risque de perte en capital qui peut être de moins 40, moins 50 ou total, potentiellement, comme sur les actions, que tu es l'horizon long terme, etc. Maintenant, imaginons que tu fais déjà des actions à côté. Oui, pour moi, c'est fait pour tout le monde, pour ceux qui sont investis en actions. Comme l'a dit Cyprien juste avant, c'est que ça permet aussi de se décorréler des fameux classiques ETF, où tu es sur le S&P 500, le Nasdaq, l'Eurostoxx ou les marchés émergents. Là, ça te permet d'avoir une vraie décorrélation. Après, bien entendu, c'est pas un produit magique. Si demain, tu as Nvidia et Amazon qui font moins 40, je pense que les small caps, elles vont aussi subir, mais ça te permet d'exposer sur des valeurs que tu n'as pas à l'intérieur des ETF. Ce qu'il faut regarder d'ailleurs par rapport aux ETF, c'est qu'ils ne sont pas compétitifs, je n'ai pas trouvé du moins, sur les small et mid cap par rapport à quelques fonds sur le marché qui sont vraiment spécialistes et performants. Comme l'a dit Cyprien en fait juste avant, c'est que c'est un marché de terrain. C'est-à-dire que tu as les informations, tu les as pas forcément. Et pour te rendre compte de la performance d'une boîte avant la publication, faut aller voir le gérant, il faut discuter avec eux, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des fonds qui surperforment vraiment, d'autres moins. Ça va dépendre des choix que tu as fait, mais que c'est moins intéressant que des ETF. Ou alors, du moins, dites-moi si vous avez trouvé des ETF qui sont performants. Je suis vraiment curieux. Vous pouvez les mettre en commentaire, ouais, sans aucun clairement. sujet. Et du coup, oui, donc c'est très intéressant pour la partie action. Moi, j'en fais à titre personnel, même si c'est pas un conseil d'investissement. C'est pas même d'être exposé sur un autre actif que les GAFAM, les 7 magnifiques, et d'avoir potentiellement des bonnes surprises comme l'année dernière. Bien sûr, on ne pondère pas la poche small et mid cap de la même manière que la poche large cap. On ne met pas 50% dessus. Dans une allocation, la plupart du temps. Ça dépend aussi des clients, encore une fois, et de ce que veulent nos clients. Je vais te poser des questions importantes, Cyprien, pour finir le podcast. Plutôt small ou mid cap, plutôt US ou Europe? Alors le premier, small ou mid, grande question. L'idée, je vais prendre l'exemple de la voiture. Finalement, c'est bien d'avoir une Ferrari et d'avoir le moteur de performance, notamment sur les small caps, parce que c'est très dynamique. Par contre, c'est bien aussi d'avoir l'assise, une belle assise dans laquelle on est confortable. Et effectivement, les small caps, les mid caps, vont donner beaucoup plus de résilience au portefeuille. Donc, c'est vrai quelque chose de mixte et d'un bon compromis à ce niveau-là, en fonction de l'allocation qui a été faite aussi, plutôt small ou mid. Et effectivement, si vous avez déjà des large caps en portefeuille, des small caps vous permettront de diversifier votre portefeuille de manière optimale. Ok, et plutôt US ou Europe? Est-ce que tu as aussi des différences à nous dire ou un avis là-dessus? Même les émergents sont très intéressants. C'est vrai, totalement. Sur les small caps. Alors, tous les pays ne se valent pas, effectivement, sur la partie small. Globalement, en Europe, on a la France, l'Allemagne, les pays nordiques ou même les Pays-Bas qui sont assez dynamiques sur ce segment-là. Aujourd'hui, on est dans une phase de relance, et j'insiste dessus, parce qu'il est vrai que M. Trump nous invite à une chose, c'est repenser nos chaînes de valeur. Donc, on fait appel maintenant aussi à ces structures qui sont de niche, qui font des activités de niche, pour pouvoir construire l'avenir européen à ce niveau-là. Donc, effectivement, l'Europe est très intéressante à jouer au moment dans ce contexte-là, et surtout dans un contexte où finalement, ces sociétés-là sont rentables. Et ça, c'est la grosse différence par rapport aux US. Effectivement, les US, donc l'Américain est un entrepreneur né et donc va investir très tôt et très jeune dans la genèse des sociétés. Donc, c'est pourquoi on voit des small caps à plus de 10 milliards. Donc, donc, ce qui veut dire aussi plus de risques parce que moins de rentabilité aussi sur ces types de valeurs. Aujourd'hui, le consensus dit la chose suivante. On pense que finalement, certaines problématiques pourraient apparaître aux États-Unis, contrairement aux années précédentes où on avait un fort biais US à ce niveau-là. Sur les émergents, globalement, le Japon, les Corées fonctionnent très bien depuis le début d'année. La Chine a des difficultés, donc attention par rapport aussi à la politique menée, bien évidemment, en Chine. Merci beaucoup Cyprien, merci beaucoup Axel également pour cet épisode et surtout merci à vous d'être toujours aussi nombreux à liker, partager, commenter le contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix et si vous appréciez tout ce qui est financier, tout ce qui est allocation d'actifs, tout ce qui est gestion financière d'un point de vue général, même les impôts pourquoi pas, ça peut éviter de payer trop d'impôts sur les investissements financiers, n'hésitez pas à avoir ce livre entre vos mains, il est mieux dans les vôtres que dans les miennes. À bientôt.